inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ce pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est cette tergiversation, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident et en l'occurrence ici l'Europe et la France au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques internationales. Personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle.
que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans n'ont pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin. Elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libellée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait entre autres de taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité est soumis le continent africain. Et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marge. Des questions d'immigration et de bonne gouvernance que je vais traiter un peu. Parce que la malgouvernance et la pauvreté sont le lit de ces tentatives morbides d'exode codifiées sous l'appellation d'immigration clandestine par le peu de perspectives qu'elles offrent aux populations africaines. J'ai dit une fois qu'en réalité, l'immigration est un phénomène naturel aussi vieux que le monde. Elle peut être justifiée par deux raisons. Simplement parce que, premièrement, les gens ne trouvent plus à s'épanouir là où ils sont installés. Ou deuxièmement, que d'autres sont venus prélever leur richesse et ils suivent le même chemin que leur richesse. Et je persiste encore à dire à cette jeunesse que malgré tout, la solution ne se trouve pas dans l'immigration. Et qu'aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez, et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité pour mon pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Et sur ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie
qui ne lui appartiennent pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France après la libération une nouvelle administration. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles et j'en passe et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de compléter presque ne peut s'endetter en devise locale. Et cela, et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers vers ces réformes que nous souhaitons tant, et cela doit cesser parce que nous en subissons les contours. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible. Développement sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement. On refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision. Et pourtant, vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons. Et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder.
L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas. Je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour
nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% du cadre bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je peux vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Et c'est pourquoi nos partenaires doivent comprendre que c'est là la seule issue à la délicate et tenace question du chômage de masse. C'est que nos pays s'organisent, en plus de la mobilisation des ressources fiscales et des droits de bord, en plus de la question monétaire qui doit nous permettre de pouvoir avoir une monnaie adaptée à nos réalités économiques, en plus du travail qu'il faut faire sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption qui nous fait perdre énormément, c'est aussi la renégociation de toutes les conventions qui ont été signées de manière léonine et qui aujourd'hui, aussi bien au niveau des clauses juridiques, des clauses financières que des clauses techniques, sont au détriment de notre peuple. Je peux dire ici, et vous ne le saviez pas, on nous a promis que le gaz commencera à être exploité cette année. Vous connaissez l'impact que peut avoir cette richesse sur un peuple. Vous allez dans des pays comme le Qatar qui, 30 ou 40 ans en arrière, on n'y enregistrait que des tentes dans le désert. Vous voyez ce que c'est devenu avec une bonne utilisation de leur gaz naturel. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, je peux assurer les Sénégalais que dans les 15 ou 20 ans à venir, le Sénégal ne gagnera pas un copec de son gaz. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du bien que chacun doit avoir dans la gestion de ses ressources naturelles. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques, qui a investi, doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'acceptons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnons presque rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2021. J'aimerais terminer par le dernier point. J'aimerais terminer par le dernier point. Nous disions hier, vous et moi, que nous avons énormément de convergences. Et je suis sûr que vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis moins sûr que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Mais on ne peut pas avoir une convergence parfaite, ça n'existe nulle part. Même entre nous, Sénégalais, entre nous, dans le cadre de notre parti, le PASTEF, nous n'avons pas une convergence parfaite. Et j'aimerais terminer sur un point qui relève beaucoup plus des aspects culturels, sur lesquels les échanges doivent être prudents du moins. Sur l'aspect culturel, qui relève souvent de la foi et qui déclenche beaucoup de passion, chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions.
Et vous avez dit tantôt également, je l'ai noté, que la crise de l'humanité ne peut se résoudre que par le contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas une seule société humaine. Il peut y avoir un certain nombre de valeurs universelles, mais il y a des spécificités qu'il faut reconnaître, connaître, comprendre et accepter. Et donc, la question liée aux mœurs, la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ,